Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama, comme chaque semaine, merci de nous être fidèles. Eh bien, nous allons parler de deux films qu'on a choisis parmi les sorties de la semaine. C'est L'île aux chiens de Wes Anderson et le Kings, qui est le deuxième film qui fait l'événement, puisqu'il est signé Denise Gamze-Erguven, qui avait fait, elle, l'événement il y a 2 ans avec un film qui s'appelait Mustang. Je ne sais pas si je suis clair, mais ça va s'éclairer. On va parler de ces deux films avec Samuel Douer. Bonjour Samuel. Bonjour Pierre. On parlera aussi de nos conseils, des films de la semaine suivante, mais on commence donc par L'île aux chiens de Wes Anderson. Tout ce qu'on peut dire avant de lancer un extrait de la bande-annonce, c'est que c'est un film d'animation. Oui, un film d'animation en stop motion, c'est-à-dire les marionnettes ou figurines animées image par image. Si, un petit peu d'effets spéciaux numériques quand même. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup, en tout cas très discret. Très discret. Alors on commence par voir un extrait de la bande-annonce. The Japanese archipelago. 20 years in the future. Canine saturation has reached epidemic proportions. An outbreak of dog flu rips through the city of Megasaki. Mayor Kobayashi issues emergency orders, calling for a hasty quarantine. Trash Island becomes an exile colony. The Isle of Dogs. I don't think I can stomach any more of this garbage. Exactly. Same here. Words out of my mouth. Nobody's giving up around here, and don't you forget it, ever. Atari Kobayashi, you heroically hijacked a junior turboprop XJ750 and flew it to the island because of your dog. Darn it. I've got a crush on you. Alors, j'ai pas vu le film de Wes Anderson, je le dis tout à fait franchement, donc je ne pourrais pas contredire Samuel Douer qui va vous parler du film. J'en suis d'ailleurs très malheureux. Je vais en profiter. Mais je vais en profiter, je vais en dire du mal sans l'avoir vu ou du bien sans l'avoir vu. Alors, non, ce film, il en avait déjà fait un, Wes Anderson. Un film d'animation en stop motion. En stop motion. Qui s'appelait Le Fantastique Monsieur Fox. Qui était bien. Qui était bien, oui, qui était bien. Une fable animalière avec des renards. Voilà. Et là, c'est toujours une fable animalière. Cette fois-ci, c'est avec, comme le titre l'indique, c'est avec des chiens. Alors, le film est quand même... J'aime beaucoup le film, je le dis tout de suite. Ah, mais on sent un mais dans ces cas-là. C'est un mais positif. C'est-à-dire que c'est un film très surprenant de la part de Wes Anderson, parce que il change complètement d'univers. Le film se déroule au Japon, en tout cas dans un Japon futuriste, enfin rétro-futuriste, on va dire plus exactement. Ce qui est audacieux. C'est audacieux. En fait, c'est un Japon futuriste, à mon avis, tel qu'on l'imaginait dans les années 60, si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est là encore une fable animalière avec des chiens, dans un Japon dans un sale état, il faut bien le dire, où il y a un dictateur qui, en fait, a relégué tous les chiens sur une île poubelle. Il les a relégués parce qu'ils étaient atteints d'une sorte de grippe canine particulièrement virulente qui menaçait soi-disant les humains. Et donc, il les a mis à l'écart sur une île qui est en fait une île décharge. Et donc, les chiens survivent tant bien que mal sur cette île. Et sont les chats qui dominent en quelque sorte? Oui, ce sont les chats qui dominent. Alors, c'est vrai que pour moi, qui adore les chats, je trouve le point de départ un petit peu tendancieux, mais j'ai les esprits larges puisque j'aime quand même beaucoup le film. Et donc, sur cette île arrive en fait le neveu du dictateur qui a mis les chiens sur cette île et qui lui veut récupérer son chien qui a été envoyé là-bas. Et donc se fomente une révolte des chiens pour essayer de reconquérir leur place dans la société. Mais est-ce que ça ressemble, moi qui n'ai donc pas vu le film, mais j'avais vu un film il y a quelque temps que je sais que tu aimes autant que moi, qui est le film White Dog de ce Hongrois cinglé qui s'appelle Cornel Mundruczó, qui était aussi une révolte des chiens menée par une sorte de Spartacus canin. C'est plus fantaisiste là quand même, que là, parce qu'on est quand même dans le registre de... Mais c'est un peu dans le même... C'est un peu le même esprit, voilà, c'est un peu le même esprit, c'est-à-dire effectivement où on se demande qui est de l'humain ou l'animal, qui est l'humain et qui est l'animal en fait. C'est un petit peu le même esprit que le film de Mundruczó. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait donc, que Wes Anderson se transporte dans un univers que je pensais totalement inconnu de lui. Or, en fait, c'est un Japon aussi qui est pensé à travers un regard cinéphile. Et donc, il y a énormément d'influences. Le film est très, très riche. Je pense qu'il faut le revoir plusieurs fois pour appréhender tout ce qu'il y a dedans. Beaucoup de références au cinéma japonais. Alors, on pense à des films fantastiques. On pense évidemment aux films de samouraï. Et alors, plus surprenant, et je trouve que là, c'est très bien joué de la part de Wes Anderson, c'est les polars de Kurosawa.
les polars urbains de Kurosawa, oui. Chien enragé et peut-être plus encore Entre le ciel et l'enfer. Il y a vraiment cette atmosphère-là qu'on retrouve dans le film, alors que ce sont quand même des chiens. Donc c'est quand même c'est assez surprenant et très très réussi. Et c'est un film éminemment politique. Ah, complètement. Évidemment. Et ça veut nous dire quoi, alors en fait, c'est-à-dire que le film a presque été rattrapé par l'actualité, ou alors c'est lui qui l'a devancé. Alors il y a effectivement cette relégation des chiens sur une île, on peut penser effectivement au sort réservé aux migrants un petit peu dans le monde entier, ou aux exclus en général. Et puis il y a cette révolte qui est menée par les chiens, mais aussi avec l'aide d'adolescents, quoi. Et c'est difficile de ne pas penser à ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis avec les jeunes qui se battent contre la législation qui favorise les armes, à la suite de la tuerie de Parkland, d'autant plus que le dictateur du film de Wes Anderson, il ressemble quand même beaucoup à un certain Donald Trump. Même si ce n'était pas forcément fait exprès, parce que le film, je pense, a été terminé, ou en tout cas lancé avant même l'élection de Trump. Avant. Comme quoi le cinéma rejoint Alors qu'on est encore une fois dans de l'animation et une forme de fantaisie, certes très noire, surtout de la part de Wes Anderson, mais enfin, voilà, on est quand même dans la fantasmagorie, quoi. Et certains disent que c'est un mélange très audacieux et réussi entre Méliès et les effets numériques. Mais toi, tu dis qu'il y a plus de Méliès que d'effets numériques. Oui, puisque c'est pas... Wes Anderson est quand même plutôt un cinéaste à l'ancienne, d'une certaine manière. Et on retrouve quand même son goût du perfectionnisme, de l'obsessionnel. Alors, chaque plan est très, très riche, avec des détails dans tous les coins. On sent que c'est travaillé au millimètre près. Mais il arrive malgré ça, c'est un peu le côté maison de poupée qu'il peut y avoir chez lui qui agace certains critiques. Moi, j'aime plutôt bien ça. Mais là, je trouve que, alors que c'est encore plus, ça pourrait être encore plus que d'habitude maison de poupée avec ce fait de cette animation image par image. Il y a beaucoup de vie dans ce film, je trouve, beaucoup d'énergie. J'irai le voir. Donc, on va passer, si vous le voulez bien, au deuxième film de la semaine. Le deuxième film de la semaine est donc le nouveau film de Denise Gamzer-Guven qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Kings et qui, en gros, pour le situer vraiment très rapidement, ça se passe en 1992 aux États-Unis pendant l'année des grandes émeutes. Avant qu'on en parle, je vous propose d'écouter et de regarder la réalisatrice qui a accordé un entretien à Télérama que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur télérama.fr, bien sûr. Alors, on commence par la réalisatrice et ensuite, on parle du film. Les émeutes ont tout un peu le même schéma, c'est-à-dire qu'à l'origine, il y a une minorité dont la relation avec d'autres minorités, la police commence à s'éroder, et puis ensuite, il y a une espèce d'étincelle de départ qui est une violence policière ou la rumeur d'une violence policière, puis une vacance de pouvoir qui fait que la vague se brise et voilà, on a une émeute. Et toutes les émeutes sont sur cette espèce de schéma-là. Celle de Los Angeles était différente à deux égards. Déjà, il y avait vraiment cette espèce d'impression apocalyptique voilà, on ne sait absolument pas ce qui va advenir. Enfin, après ces jours-là, c'était pas du tout une espèce d'impression de manifestation un peu brutale. C'était vraiment 5 jours où tout le monde est devenu fou en même temps. Il y avait cette image qui m'avait vraiment saisie, c'était celle d'une vieille dame qui, avec un briquet, essayait de brûler des palmiers. C'est ça quand même, enfin, on en arrive à un degré de cœur brisé qui est ailleurs. Alors, ce film... c'est difficile d'en parler parce que... Non, mais c'est simplement que le premier film, Mustang, avait été un tel événement à Cannes, ça avait pratiquement éclipsé tout ce qu'on pouvait voir cette année-là. Oui, alors que le film n'était pas en compétition. Hein. C'était la quinzaine des réalisateurs, mais on ne parlait que de ça. Ça a été le... Voilà. Moi, j'avais trouvé ça un tout petit peu surévalué, surdimensionné, mais il y avait vraiment de l'enthousiasme, de la générosité, et il fallait pas cracher dans la soupe quand on voit une jeune femme audacieuse, généreuse, enthousiaste, et là, bon, voilà. Alors, le deuxième, c'est toujours le plus difficile à faire, enfin, quelquefois, c'est après un tel succès, qu'est-ce qu'on fait? Alors, elle a très courageusement pris, donc, comme elle l'a dit elle-même, à bras-le-corps ce problème. Qu'est-ce que tu en penses à l'arrivée? Alors, je suis un peu partagé avec le film parce que le film a énormément de défauts. Mais moi, je préfère voir le verre à moitié plein. Oui, alors c'est ça. Moi, c'est un peu l'inverse, mais enfin, voilà. C'est-à-dire que le film est extrêmement ambitieux. Et en fait, c'est à la fois sa force et sa faiblesse parce qu'elle veut trop en faire et elle n'a pas assez de moyens pour le faire. En fait, il y a tellement de matière dans ce film qu'elle aurait pu faire une série télé
en prenant le temps de développer les personnages, toutes les thématiques qu'elle voulait aborder, les ruptures de ton qu'il y a dans le film. Et en fait, elle a tout condensé en 1h30, ce qui est quand même très très peu. Ce qui fait que, en fait, moi j'ai été presque tout le temps frustré, en fait. C'est-à-dire que je vois des choses formidables qui arrivent et on passe tout de suite à autre chose. Je sens ce qu'elle veut faire, je me dis ça serait formidable et elle ne va pas assez loin, je pense principalement par manque de moyens. Mais alors moi je vais faire l'avocat du diable et j'ai vraiment rien contre cette réalisatrice dont j'estime le courage et la personnalité. Mais quelles sont les choses magnifiques? Parce que moi sur l'écran je vois quand même des émeutes qui sont... Enfin je veux dire quand on pense à ce qu'avait fait Catherine Bigelow il n'y a pas longtemps dans Detroit, qui a été très mal accueilli. Très mal accueilli. Mais Bigelow, elle devait avoir 100 fois plus d'argent pour faire son film. Certainement. Mais enfin, c'était un huis clos en même temps aussi. Non, mais on se dit qu'il y avait une ampleur dans le film de Catherine Bigelow qui manque un peu ici. Il manque dans la mise en scène, mais en même temps dans l'ambition, parce que Bigelow se centrait sur un épisode particulier. C'est exact. Là, elle essaie quand même d'aller un petit peu plus loin. Elle parle de personnages très précis, qui sont a priori extérieurs à ce problème-là, et qui se retrouvent embringués, bien malgré eux, dans les émeutes. Et elle essaie quand même d'embrasser un petit peu tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et les intentions sont... À la différence de Bigelow, en essayant des ruptures de ton, en essayant de mettre un peu d'humour, en essayant... Oui, alors c'est ça. C'est pas très réussi, mais moi je trouve que c'est une idée assez intéressante. Et j'aime beaucoup moi aussi l'idée de... Parce que ce que fait Bigelow, elle a raison de le faire comme ça aussi, c'était quelque chose de très noir, très oppressant. Dennis Gamzer-Guven essaie de parler de cet événement tragique de l'histoire américaine récente, mais aussi de montrer que ça arrive dans un contexte très particulier où il y a aussi de l'envie et de la joie d'une certaine manière, d'essayer d'avoir une vision presque un peu solaire de ces événements que je trouve intéressante. Humaniste, voilà. Ça c'est sûr. Voilà. Mais en même temps, le mélange de genres, par exemple, moi j'adore ça, mais quand par exemple un moment, Halle Berry, qui est peut-être un peu pénible à un moment donné, parce qu'elle en fait un peu beaucoup dans le registre de la sainte laïque, on va dire. Hein. Voilà, donc et elle se retrouve emprisonnée, accrochée à son voisin qu'on a pu prendre pour un affreux salaud et qui ne l'est pas tellement, c'est Daniel Craig qui le joue, etc. C'est presque une séquence de comédie. C'est une séquence de comédie. Et elle s'en sort pas très bien en même temps. Là, c'est un peu le problème du film sur le montage, c'est-à-dire des fois on se dit c'est trop long, la scène est trop longue, et en fait non, je pense qu'elle n'est même pas assez longue pour justement épuiser le potentiel comique de la situation. Non, mais ça reste un film qu'il faut voir parce que il y a de l'ambition et il y a quand même, moi je trouve qu'il y a quand même des assez jolies scènes. Donc Halle Berry joue le rôle d'une mère de famille d'accueil, mais elle recueille toute la misère du monde. Voilà, une mère italienne. Voilà, c'est ça. Avant c'était dans... Plus il y en a, plus elle est contente, et donc en fait il y a donc la maison est remplie d'enfants qui font les pires conneries. Et là je trouve ça assez attachant de voir les enfants qui sont plutôt bien joués en plus. Et il y a deux, trois scènes avec des adolescents qui sont assez fortes aussi. Voilà, il y a vraiment des très belles choses dans le film. C'est juste que elle a trop de matière, elle n'arrive pas à s'en dépatouiller, quoi. Bon, on est à peu près d'accord. Toi, tu vois plus en effet le verre à moitié plein, moi un petit peu. Mais c'est un film quand même qu'il faut voir, ne fût-ce que pour encourager l'ambition de cette réalisatrice. Parfait. Eh ben, nous allons passer au conseil. Alors, nous sommes dans les conseils, et je vais tout de suite donner la parole à Sam, qui veut nous parler alors d'un livre. Alors, un beau livre, même. C'est Sorcerer sur le toit du monde, écrit par notre confrère du Monde, Samuel Blumenfeld, édité chez l'Arabia. Voilà. Et en fait, c'est un livre... Et donc, c'est le tournage, du film Sorcerer, qu'on connaît plus en France sous le titre de Le Convoi de la peur. Le Convoi de la peur. Qui est le film maudit de Friedkin, qui donc tourne ce film-là en 77. Il sort du triomphe de French Connection et de L'Exorciste. En gros, c'est le roi d'Hollywood. Il peut faire ce qu'il veut, avec le budget qu'il veut. Il ne va pas s'en priver, et c'est ce qui va causer sa perte. C'est ce que raconte ce livre. C'est absolument passionnant. C'est l'histoire d'un tournage totalement fou. Et c'est le film et le remake... Du remake du Salaire de la peur. Salaire de la peur de Clouseau. Voilà. Et donc, voilà, c'est bourré d'anecdotes incroyables sur ce tournage. Alors, Friedkin avait déjà raconté ça dans ses mémoires, mais en fait, Blumenfeld l'a fait reparler, donc il raconte des choses un petit peu nouvelles. Il est peut-être un peu plus sincère que dans ses mémoires aussi. Et puis, il y a aussi le contre-champ, si j'ose dire, avec d'autres protagonistes de l'affaire qui donnent leur propre version des faits. Oui. Donc, c'est très, très bien raconté. Et alors, c'est un catastrophe. C'est un tournage en République dominicaine. En plus, ils ont tourné là parce que l'île appartenait, mais en main propre, à un des propriétaires des studios Paramount.
Donc on a profité pour se faire des bonnes affaires dans l'histoire. Ils ont eu vraiment tous les soucis possibles et inimaginables, la météo qui n'allait pas, soit il pleuvait trop, soit il pleuvait pas assez, enfin voilà. Et en plus le film à la sortie a été très mal accueilli, éreinté. Friedkin avait réussi à négocier le final cut pour les États-Unis, mais pas pour le reste du monde, ou l'inverse, je ne sais plus. Ce qui fait qu'en fait on n'a jamais pu savoir la bonne version du film. On a pu depuis voir le film tel que le voulait Friedkin, qui est quand même un film très impressionnant. Très impressionnant. Voilà. Et donc vraiment il faut voir le film et après lisez le livre. Mais il y a des tournages comme ça qui sont dans mode catastrophe, quoi. Ça commence mal, ça finit mal. En fait, à l'époque, il y avait Apocalypse Now qui s'est pas trop mal terminé à l'arrivée pour Coppola, et puis surtout La Porte du Paradis, quoi. Et ça se rapproche plus de La Porte du Paradis. Il a payé un peu moins cher que Cimino l'échec du film, mais enfin, ça l'a quand même plombé pour quelques années. Alors, moi, je vais parler d'une jeune comédienne, d'une toute jeune comédienne, absolument inconnue encore, qui s'appelle Laetitia Clément. Et elle est l'héroïne d'un film qui sort cette semaine, qui s'appelle Luna, de Elsa Diringer, un premier film. Et pourquoi je parle de cette Laetitia Clément? C'est parce que d'abord, elle a des faux airs par moments d'Emmanuel Béard, ce qui est plutôt agréable. Et puis, elle a une sorte de personnalité dans cette histoire où elle joue le rôle d'une fille qui est très amoureuse d'un garçon dans une bande, qui commet vraiment un acte assez dégueulasse vis-à-vis d'un petit jeune. Et ce petit jeune, elle va le redécouvrir après. Il y a une idylle entre eux, bien sûr. Mais où ce qui est très frappant, c'est de voir les premiers pas d'une comédienne qui, théoriquement, si les producteurs et les réalisateurs voient le film et lui font confiance, devrait faire carrière parce qu'elle a une force, une personnalité, une insolence. Et on se dit, voilà, de temps à autre... je ne dis pas une étoile aînée parce que ça veut rien dire et puis c'est trop vite fait. Il faut vraiment que les gens l'aident à canaliser. Mais voilà une nature, un physique. Alors que demander de plus? Sinon, signaler donc la présence dans ce premier rôle de Laetitia Clément dans un film pas mal du tout, même s'il est assez contesté, qui s'appelle Luna. Samuel, un film à la télé. Alors, le cinéma de minuit, oui, de notre cher Patrick Brion, qui présente cette semaine... Continue toujours, de manière irrégulière, mais qu'il continue longtemps. Alors là, c'est un film un peu un ovni du cinéma français, qui s'appelle La Dame de 11 heures, film de 1948 de Jean Devèvre. Alors, Jean Devèvre, on le connaît plus parce qu'il a été un personnage de fiction dans un film de Bertrand Tavernier qui s'appelle Laissez passer, où on le suivait. Il était à l'époque assistant réalisateur pendant l'occupation. Et après, il a réalisé une quinzaine de films. Alors, pas formidable. Il a fait 2 suites de Caroline Chéry, donc c'est même pas génial. Mais le fils de Caroline Chéry, je crois que c'est lui. Et il y en a un autre aussi. Je crois que c'est le retour de Caroline Chéry. Avec Martine Carole. Dans ses tout premiers films, il y avait La ferme des 7 péchés qui était pas mal très du bien. tout. Et celui-là, La Dame de 11 heures, qui est une espèce de... On va dire c'est presque une BD policière très, très fantaisiste. Avec des idées de mise en scène assez marrantes pour l'époque. Enfin, le film démarre avec sa propre bande-annonce, par exemple. Après, il y a des personnages qui s'adressent directement à la caméra. Alors aujourd'hui, c'est assez banal. En 1948, ça l'était beaucoup moins. Voilà, il y a Paul Meurice dans le rôle d'un explorateur qui revient d'Afrique et puis qui se retrouve à enquêter sur la mort d'un de ses amis. Voilà, c'est un film totalement fou, mais très très plaisant, très bien écrit, avec des idées de mise en scène assez sidérantes. Enfin, un vrai plaisir. Donc, cinéma de minuit, ce dimanche. Alors, comme son nom titre l'indique, ça commence à minuit et demi. Voilà. C'est presque tôt pour le cinéma de minuit. Alors moi, je vais parler de DVD, de réédition Pathé, parce que Pathé réédite des grands classiques. Alors il y en a 2 dont je voudrais vous parler très rapidement. Le premier, 2 polars d'ailleurs. Alors le premier, c'est La Môme vert de gris de Bernard Borderie, Lemmy Caution, et avec Dominique Wilms. Elle a fait rêver par sa silhouette assez... somptueuse. Tous les adolescents, je crois, du début des années 50. Alors, c'est une aventure de Lemmy Caution, c'est un polar totalement décalé. Mais en le revoyant, on voit les premières séquences, en tout cas. Bernard Borderie, qui est un faiseur. Eh bien, c'est très bien fait, des travelling dans les rues reconstituées de Casablanca. Et puis, par exemple, dans les premières séquences, ça se passe à Washington, puisque l'agent Lemmy Caution, que joue Eddie Constantine, qui va jouer très longtemps, tout le monde parle anglais. On serait tous doublés, les Anglais parlent anglais. Donc c'est rien que ça. Et puis, vraiment, c'est un film d'époque. Et alors, le deuxième... toujours réédité par Pathé, c'est Symphonie pour un massacre, un des premiers films de Jacques Deray. Il y a Jean Rochefort, et c'est Sans moustache.
Avant qu'il se fasse pousser la moustache. Sans moustache. Et c'est même ça un peu le problème. Alors, c'est très bien fait. En plus, De Ray filme comme pas mal de cinéastes de l'époque, contrairement à ce qu'on a pu dire, comme Gilles Grangier, il filme en extérieur. Il y a pas mal de scènes volées dans Paris. Ce qu'on appelle des scènes volées, c'est où les gens sont naturels, on ne voit pas la caméra est cachée et on les filme comme ça. Et il y a Rochefort qui se balade dans les rues de Paris comme ça. C'est plutôt bien. Alors, la seule chose qui ne va pas, parce qu'il y a un complot, c'est 5 types, dont un, Rochefort, veut s'approprier le butin des 4 autres. Donc, il va les rouler. Alors, la seule chose qui ne va pas, c'est que Rochefort, pour se déguiser, parce qu'il est obligé de se déguiser à un moment donné, se met une perruque et des moustaches, ce qui fait qu'il ressemble vraiment à Jean Rochefort qu'on connaît. Donc évidemment, le voir déguisé pour passer inaperçu, se coller une moustache et une perruque et pour se ressembler à ce qu'on connaît, là il y a une petite invraisemblance de scénario, mais c'est très très solide, c'est très très bien fait, on passe un très bon moment avec Jacques Deray qui n'était pas encore très connu, c'était avant la piscine, tout ça. Donc voilà, petite curiosité, La Môme vert de gris et Symphonie pour un massacre. Merci Samuel. Merci Pierre. Eh bien, la semaine prochaine, nous parlerons de Place publique de Agnès Jaoui et d'un film dont on dit le plus grand bien, dont certains à Télérama délirent en disant que c'est un des plus beaux films de l'année déjà. C'est Mes Provinciales de Jean-Paul Siverac. À la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.